On va prendre une grande inspire ensemble. Et une grande expire. Encore une fois. On va réouvrir les yeux pour celles qui avaient les yeux fermés. Puis on va observer la pièce, où est-ce qu'on est, qui on est, avec tout ce décor autour de nous. La CTG, la Convention territoriale globale, c'est un contrat territorial, une manière d'organiser l'action sociale sur les territoires. C'est un nouveau contrat territorial dans le sens où il prend une place sur un territoire qui a déjà une certaine organisation particulière, singulière, et sur laquelle, effectivement, la CTG, elle voulait pouvoir repenser un peu les choses pour être encore et toujours au plus proche des habitants et des familles. Donc cette convention territoriale globale, c'est donc un cadre, une orientation stratégique et politique aussi, qui est censée donner un guide, une orientation pour l'ensemble de l'action sociale sur un territoire. On voulait aussi pouvoir montrer la CTG telle qu'elle se manifeste, ce qui se joue, ce qu'elle permet et ce qu'elle soutient, ce qu'elle encourage, pour donner à voir ce que ça change dans la manière de mettre en œuvre l'action sociale sur les territoires. La CTG, c'est donc beaucoup de choses. C'est beaucoup d'acteurs, beaucoup d'habitants, beaucoup de familles concernées. Et donc, il nous fallait choisir des angles pour pouvoir cibler un peu notre propos. Pour ça, on a pris 3 angles, 3 approches différentes, 3 éléments qui nous semblaient intéressants à montrer et qui témoignent de ce que peut être la CTG sur un territoire. Le premier angle, c'est vraiment comment l'action publique est mise en place pour la population. Le deuxième axe, comment elle est mise en place avec la population. Et le troisième axe, comment est-ce qu'elle est mise en place par la population elle-même également. Ce film, c'est donc l'occasion de donner à voir ce premier angle, la manière d'amener l'offre au plus proche des besoins des familles, au plus proche de leur lieu d'habitation. Comment est-ce qu'un territoire peut être organisé pour que les habitants, les familles du territoire puissent bénéficier facilement d'un accès à l'ensemble des services. Ce film est consacré à la coéducation, qui nous semblait être un sujet très intéressant parce qu'il croise à la fois une question de relation entre une multitude de professionnels, leur organisation, leur articulation, leur complémentarité, et à la fois un lien particulier avec les parents qui sont encouragés et soutenus pour rester les premiers des éducateurs. Et j'avais juste envie de vous proposer qu'on arrive ensemble. C'est possible de venir avec nous? Comme ça, on Nadine. Nadine. Séverine. Séverine. Anissa. Anne-Sophie. En fait, l'enfant, il entre, voilà, il quitte ses chaussures. Donc, imaginez bien, il quitte ses chaussures. Et il court dans la médiathèque. Puis, la maman donne le cacao. Et puis, donc, il court, voilà, avec son cacao. Il court avec son cacao pour s'installer sur une table. Et en fait, donc, à partir du moment où toute cette famille rentre à la médiathèque, donc, les enfants sont comme à la maison, hein. Voilà, ils sont à la maison, en fait. Ils sont à la maison. La maman, elle est... c'est comme si elle prenait un poids qu'elle posait ses enfants. Clac. Donc, les enfants ne sont plus sous sa responsabilité. Et nous, on est là, en fait. On regarde un peu ce qui se passe. On accueille ces situations-là parce que les parents ont nulle part ailleurs où aller. Du coup, je prends l'enfant avec moi. Je vais voir la maman avec l'enfant. Et en fait, sur ce moment-là, on est mal à l'aise. Et on essaie vraiment que tout le monde puisse cohabiter dans l'espace de manière calme et sereine et sans faire fuir personne. Non, non. Jeune homme, s'il te plaît, viens avec moi. Il faut que je te parle. Écoute, elle est où ta maman? Elle est où ta maman? Tu es venue avec ta maman, non? Ah, elle est là-bas. Ok, j'arrive. Madame? Madame. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui, ça va. Oui. Excusez-moi, je voulais vous dire que j'observais votre petit garçon depuis tout à l'heure et c'est vrai que comme on est dans la médiathèque... Enfin, c'est ça. Viens là. Arrête de courir, va t'asseoir. N'écoute pas, hein. Enfin, on peut prendre un petit temps avec lui.
On sent qu'effectivement, la voix essaye d'être posée, bienveillante, d'amener les choses. Et on voit en même temps sur le faciès tout cet agacement dans les mains, les mimiques, les tensions corporelles, qu'il y a de la retenue. Et qu'en même temps, il y a quand même de la bienveillance malgré tout, quoi. Et j'ai trouvé ça plutôt pertinent. Cette situation-là montre effectivement toutes ces situations qui ne sont pas évidentes auxquelles on est confronté et qui foncièrement, en fait, peuvent réveiller, entre guillemets, le mauvais de nous, en fait. Parce qu'on est des êtres humains nous-mêmes aussi. Et qu'effectivement, c'est juste à réajuster, voilà, à travers effectivement nos échanges, à travers effectivement nos expériences mutuelles. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture, mais il y a juste des postures à réajuster. En fait, on ne veut pas perdre cette confiance et on sait que ça va accompagner. Et c'est ce qui est parfois assez chronophage, c'est toujours garder ses émotions, se recentrer sur le besoin de la famille, sur le besoin de l'enfant et ne pas faire cas de ce qu'on peut ressentir ou de ce qu'on peut penser. À la ludothèque, c'est exactement la même chose. On sentait que... mais sauf que nous, c'est dans nos missions d'accompagner les parents sur ce temps-là. Donc, nous, c'est un jardin couvert pour les parents. Et je pense que c'est en ça que cette situation, elle met vraiment en lumière l'accompagnement et l'épanouissement de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas s'épanouir si son parent lui-même n'est pas en sécurité et ne se sent pas accueilli dans ses émotions, compris et reconnu dans son identité de parent. Et pour le coup, et la professionnelle elle-même comprise, reconnue dans son identité de professionnelle, dans ses valeurs. Espace petite enfance de la Monnaie. Et les écoles maternelles du quartier, l'école maternelle Jules Nady, l'école maternelle Saint-Exupéry et l'école maternelle Jules Verne. Les ateliers d'éveil de la crèche familiale, la caisse des écoles de la ville de Romans. Service de PMI, on intervient à l'espace petite enfance de la Monnaie et à la maison des solidarités de Romans. La médiathèque de la Monnaie. L'accueil de loisirs maternels à l'école Jules Nady. Maison citoyenne Noël Guichard. Centre social. Nous coordonnons le réseau d'éducation prioritaire des écoles de la Monnaie. Le relais petite enfance, là. La ludothèque municipale est ici. Je me souviens d'une famille, d'une maman qui est arrivée pour la première fois à la ludothèque. J'étais là à mon bureau en train d'inscrire son enfant. Il a joué avec les autres enfants, mais à un moment donné, il n'a pas voulu prêter ses jouets et s'est mis en colère et a tapé, a pleuré. La maman est intervenue et j'ai accompagné la maman dans sa façon de gérer la situation en disant effectivement, maman a raison. Ici, les jeux sont prêtés pour tout le monde. J'ai beaucoup aimé, c'est que cette maman est revenue. Ils ressentent en fait quand c'est bienveillant, quand c'est pour le bien de l'enfant, que c'est pas forcément des reproches qui se font ou des critiques, mais que justement c'est des vrais conseils qui vont permettre à l'enfant de grandir et de comprendre en fait. Moi, je sais que pareil à la maison de quartier, quand des familles avec des enfants qui sont en colère ou qui ont des problèmes de comportement, être en soutien des parents qui justement essaient de réguler la situation, c'est un vrai soutien et on sent qu'ils se reposent un peu aussi et ça permet aussi d'être dans le répit parental et c'est quelque chose d'hyper important aussi je pense dans nos métiers. Non mais il faut pas forcément les filles, enfin filles ou garçons il faut leur plaire. Si tu leur plais et qu'ils t'apprécient, tu sais moi les filles elles viennent me voir, elles me font une assistante maternelle qui s'est confiée à moi pour me parler d'une difficulté d'une maman liée à l'hospitalisation de son papa, donc du grand-père des enfants. Et la maman avait fait le choix de ne pas parler aux enfants de l'hospitalisation du grand-père. Donc cette assistante maternelle me demandait mon point de vue. Donc je lui ai dit que pour moi, voilà, quand les émotions envahissaient un petit peu la vie familiale et qu'il y avait vraiment dans le quotidien des enfants des changements certains, c'est vrai que ça serait mieux d'essayer de mettre des mots dessus, voilà, pour que les enfants soient plus sereins. Je me suis permis de lui faire passer un livre qui explique comment aborder un peu les choses délicates auprès des jeunes enfants. Cette assistante maternelle l'a beaucoup apprécié, le livre, et elle en a fait même profiter la maman. De ce fait, elles ont pu cheminer toutes les deux, elles ont pu en rediscuter. C'était des échanges fluides et intéressants. J'ai ouvert aussi la discussion
avec les autres professionnels qui étaient près de nous, parce que je trouve très intéressant aussi qu'elles échangent entre elles. En fait, on n'est pas là pour avoir les réponses à tout et je trouve ça important de dire aux familles qu'on n'a pas toutes les réponses. Que par contre, si on les a pas, on ira les chercher et on les construira ensemble. On nous explique qu'on est là pour faire de l'accompagnement à la parentalité et pas prendre la place des parents. Et en fait, avoir le rôle de sachant, c'est un peu prendre la place justement des parents en montrant que ben voilà, tout ce que nous on vous propose, c'est la vérité entre guillemets et que ce que vous faites entre guillemets n'est pas adapté. Or, effectivement, si on laisse la liberté aux parents de réfléchir de lui-même ou de se ressourcer ailleurs en allant chercher un livre, etc., il se fait aussi sa propre idée de lui-même. Le bien-être de l'enfant, il n'est pas suprême, à mon avis. Il est notre préoccupation, il est l'endroit sur lequel on fédère notre volonté, notre envie, notre citoyenneté, notre envie d'être, notre place dans le monde. Mais il n'est pas opposable à notre bien-être. Et c'est la seule chose, la seule manette sur laquelle on a, c'est finalement de pouvoir en amont réfléchir sur notre bien-être. Qu'est-ce qui nous fait avancer? Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nous fait agir de façon positive pour l'enfant dont on a envie de s'occuper? Il s'agit d'une situation avec une nouvelle famille en fait, avec déjà l'inscription, une famille qu'on sent très angoissée, avec beaucoup d'appréhension. Et dans la prise en charge de l'enfant, on s'est rendu compte que la maman avait beaucoup de mal à laisser son petit. Quand c'était des petits moments, elle attendait à côté dans l'entrée. Donc moi, je venais la voir en disant ça va, vous allez bien. Enfin voilà, je sentais que c'était extrêmement difficile pour elle. Je crois qu'il a pleuré un petit peu, il me semble, je l'ai entendu un petit peu pleurer quand je l'ai laissé. Oh, mais regardez, il n'est pas tout seul à pleurer, vraiment. Ils pleurent tous un petit peu. Franchement, c'est sûr, hein, de ce que je vois, moi, en tout cas, je le vois bien. Vous m'appelez si c'est difficile? Oui, bien sûr, non, mais on vous appelle s'il y a quoi que ce soit. Oui, non, il n'y a pas vraiment pas de souci. En tout cas, de ce que j'ai observé, je vous promets qu'il a l'air vraiment de s'adapter. J'arrivais pas à transcrire autant. En fait, c'est ça. Si, en fait, à un moment donné, j'ai ri nerveusement parce que c'était vraiment la maman qui était devant moi. Qui transpirait d'elle. Enfin, c'était... moi, j'avais envie de la serrer dans mes bras, quoi. Je me dis, dans ces situations comme ça, j'ai trouvé que la posture était dans l'empathie, dans l'écoute, la bienveillance, la reformulation. Le fait de rassurer, de pouvoir lui dire que il avait pleuré, mais pas tant que ça, et que finalement, l'observation fait qu'il est bien. Ouais, franchement, c'est des moments qui sont un sacré challenge. Je sais pas si on fait des promesses comme ça, par contre, aux parents. Quoi Ouais, mais je vous promets, ça va bien aller, ça ira bien. Sûr que, On ne promet pas que ça se passera bien, parce qu'on ne peut pas promettre que ça se passe bien. Par contre, on promet aux parents de les interpeller s'il y a un souci. Je leur dis, appelez-moi au bout de 10 minutes, parce que moi, après, vous êtes tranquille, vous êtes sereine, vous savez que l'enfant, il joue. Parce qu'en fait, si elles partent la boule au ventre, et c'est terrible. Et ça fonctionne super bien en période d'adaptation, quoi. Parce que le parent qui vient en disant « Non, mais moi, j'en peux plus, mon enfant, je veux qu'il dorme dans son lit », mais la maman qui, intérieurement, n'est pas prête à laisser ce gosse dormir dans son lit, parce que ça lui fait du bien, en fait, de l'avoir à côté d'elle, et que ça la rassure, mais en fait, elle n'y arrivera pas, quoi. Parce qu'en fait, elle n'en est pas là. Sa tête en est là, mais son cœur est à des années-lumière de ça. Et c'est de leur faire comprendre que le psychique, il a une envie, le cœur en a une toute autre, et à un moment donné, c'est cette juste temporalité de quand les deux seront raccords, là, ça pourra matcher. Mais du coup, il faut se donner du temps. Et des fois, il faut amener un petit bout, par un petit bout, par un petit bout. Et je trouve que, intrinsèquement, de par ce qu'on renvoie dans nos postures physiques à cet instant-là, émotionnellement, forcément, on est au sol avec eux autour de leur enfant. Et il y a quelque chose qui se joue dans la relation de confiance, mais aussi dans ce qu'on construit. Et pour accompagner un parent dans sa parentalité, c'est pas juste je l'accompagne, je lui donne des pistes, il se débrouille. C'est aussi le reconnaître et le mettre en valeur et lui faire prendre conscience qu'en fait, lui, c'est le plus bel acteur pour son enfant et que les réponses, il les a déjà toutes. Mais il faut juste l'amener dans le mécanisme de recherche. Moi, quand j'accueillais des maternelles, je pense que ce qui m'était le plus important pour les parents, c'était de leur dire que c'était OK, qu'ils ressentent ce qu'ils ressentent, qu'ils avaient le droit d'être angoissés, qu'ils avaient le droit d'avoir peur, et qu'en fait, c'était OK. Enfin, moi, j'avais des parents, effectivement, ces situations, je les ai rencontrées plusieurs fois, et en fait, de dire... parce que la personne, souvent, elle s'excusait.
Elle s'excusait d'être comme elle était et c'est arrivé souvent de dire « je suis désolée », de dire « non, mais en fait, il n'y a pas d'être désolée. Je suis là pour ça, en fait, c'est mon métier. » L'accueil inconditionnel, en fait, on accueille les familles comme elles sont, avec ce qu'elles sont et pour le coup, vraiment sans aucun jugement. Moi, ce que je trouve qui est important, c'est de savoir poser le cadre. Parce qu'effectivement, dans le cadre, il y a quelque chose de rassurant. C'est-à-dire, vous êtes dans une crèche, il y a 2 sections, il y a tel ou tel fonctionnement, on présente un peu une journée type. Et je trouve aussi que ça démystifie un peu aussi ce qui va se passer par la suite. Pas de limite pour le livre. Non, exactement. Joli slogan. Nous avions installé des temps très cocooning, très zen dans la cour, des transats, des tapis, des coussins. Et on a été très surprise de voir que les parents s'installaient naturellement sur ces lieux-là avec leurs enfants. Certains pouvaient lire des livres avec eux, d'autres se laissaient raconter des histoires à leur tour. C'est un prétexte, en plus du livre, pour inviter les familles, les parents à rentrer dans l'accueil de loisirs et partager un moment convivial en premier lieu, avant de pouvoir échanger sur les enfants et certaines problématiques que rencontrent les familles. Et on organise des temps justement autour de la lecture pour désacraliser le livre, pour que ce soit vraiment un objet qui soit utilisé, posé, repris. On fait tout un travail de jeu autour du livre. Et puis il aura vu ses parents l'appréhender. Parce que quand vraiment la culture familiale rejoint la culture de l'école, c'est gagné. Dans les centres de loisirs, on n'a pas trop l'habitude. On pose son enfant, il n'y a pas énormément de lien qui se fait avec les parents. Et du coup, sur ce que proposait Cécile, ce que je trouve intéressant, du coup, c'est qu'on fait une vraie connaissance entre les animateurs et les parents. Et puis par rapport au lieu, parce que souvent, les parents, ils déposent l'enfant, ils repartent tout de suite. Et voilà. Moi, j'aimerais vous parler d'une famille du coup, qu'on a rencontrée lors d'un temps d'aller vers. Le temps d'aller vers dans les centres sociaux, c'est un temps où avec les salariés des équipes du centre social, on va aller hors les murs à la rencontre des habitants pour faire de l'écoute large, c'est-à-dire parler avec eux, voir leurs besoins, voir leurs difficultés, leur présenter les actions des maisons de quartier. Et lors de ce temps-là que nous avions fait en sortie d'école de proximité, juste à côté, nous avons rencontré cette famille qui ne connaissait pas du tout le centre social. On a vu un stand avec de la nourriture, parce que moi, ce qui capte mes enfants, c'est la nourriture. Donc, ils se sont jetés dessus. Et puis des petits sirops. Et puis voilà, on a demandé, bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? Et puis on s'est tout de suite accroché. Elle est venue à nos activités parentalité. C'est là qu'on a appris en discutant avec elle qu'elle avait des difficultés à partir en vacances. Du coup, on a monté un séjour collectif avec elle à Buis-les-Baronnies dans la Drôme. Elle est partie 1 semaine avec nous. Suite à ça, elle a souhaité s'investir comme bénévole dans un projet qui est un projet jardin que nous avons juste à côté. Les maisons de quartier, on a cet avantage-là de pouvoir être un peu cette espèce de fabrique des possibles où c'est qu'on arrive avec une idée, vas-y, on voit ce que ça donne. Sur les familles, on a des parcours. C'est-à-dire que souvent, on a la chance d'avoir les ateliers sociolinguistiques. Les ateliers sociolinguistiques, c'est les cours de français où on a quand même 84 stagiaires accueillis toutes les semaines qui viennent prendre des cours, dont essentiellement des familles du quartier. Et une fois qu'on les rencontre, souvent, et franchement, ça nous arrive dans pas mal de situations, de les amener soit vers les actions en famille, le répit parental, les mercredis ludiques qu'on propose. Il y en a certains qui sont allés à la mer avec nous pour la première fois de leur vie, ou à la montagne, à la neige. En fait, les gens, si tu veux passer leur temps, alors tout leur proposer tout le temps, tu les surcharges, et au bout de moment, ils se mettent, et ils ont bien raison, ils se mettent en contre, et ils peuvent plus recevoir l'information parce qu'il y en a trop. Et franchement, on le voit dans notre société actuelle, on est tout le temps... Mais de connaître les gens, de connaître un peu leur appétence, de leur chemin, machin, ça te permet aussi de dire, attends, tu te souviens quand tu m'avais parlé de ça, et bien là, il y a un truc. Donc c'est la manière dont on en parle, mais c'est aussi la manière dont on se connaît. Où est-ce qu'on organise les ateliers d'éveil? Dans la salle polyvalente. Et nous avons une maman qui est venue. Elle était en congé maternité, donc elle accompagnait son grand avec l'assistante maternelle sur ces lieux. Donc on a pu échanger avec elle sur la parentalité et lui montrer tous les lieux qu'il y avait sur le quartier, donc la PMI, le LAEP, la médiathèque, la ludothèque. Ce qui est important, c'est d'ouvrir le quartier aux familles extérieures et qu'elles se rendent compte qu'il y a beaucoup de vie sur ce quartier. Qui souvent, où les gens ont des a priori. À partir du moment effectivement que les gens commencent à découvrir qu'effectivement dans ce quartier, il y a plein de choses de proposer, que finalement, ce n'est pas que des choses négatives, moi je pense que ça a fait tomber la barrière.
bah voilà, je vais à l'épicerie du quartier, mes enfants sont à l'école du quartier, et du coup, mes camarades de classe, ben, c'est mes cousins ou mes voisins. Et du coup, ils restent dans ce cheminement-là. Et de les sortir et de ben voilà, leur donner cette possibilité d'aller voir ailleurs. Et physiquement, vraiment, d'être mobile, de prendre le bus, de s'inscrire dans des activités de Valence Aglo, d'aller... eh ben pour eux, c'est vraiment une grosse richesse de se dire on ne reste pas que dans cet environnement-là. Mais il y a des familles où pour eux, c'est pas inné. Pourquoi mon fils devrait faire un sport Et puis il y a ce mix aussi de la culture, tu vois. De se dire, bah, nous, on n'en fait pas dans nos pays, je vois pas pourquoi ils devraient en faire. C'était une famille qui m'a été orientée par le CMS. Du coup, pour travailler sur la parentalité, c'est une maman qui connaissait pas du tout l'offre sur le territoire. Du coup, c'était important pour elle de fréquenter des lieux où les enfants pouvaient jouer, où elle pouvait parler aussi avec d'autres mamans. C'est une famille aussi qui était un petit peu isolée, c'est une maman seule. Donc le premier pas, c'est d'amener les familles vers ces structures, donc surtout d'enlever toutes ces barrières et de les accompagner une première fois et qu'ils gagnent en autonomie par la suite et qu'ils puissent fréquenter ces lieux seuls avec leurs enfants. Mais vraiment, j'insiste sur le physiquement, parce qu'il y a beaucoup de personnes où c'est difficile d'aller dans un premier lieu et de passer ces portes-là. Oui. Nous, effectivement, petite enfance, enfin, quand on garde les enfants, on les accompagne à l'autonomie, les enfants. Mais là, c'est vraiment la famille, en fait. C'est la cellule familiale qu'elle accompagne justement à devenir autonome. Ça peut être l'école, ça peut être le CMS, ça peut être la famille elle-même qui vient et qui nous dit voilà, j'ai des difficultés à trouver des activités pour mon fils, je ne connais pas l'offre qu'il y a sur le territoire, est-ce que vous pouvez m'aider? Et là, du coup, on enclenche une saisine et il y a une EPS, donc c'est une équipe pluridisciplinaire de soutien où il y a plein de professionnels. La santé, le CMS, la prévention, la crèche. Et du coup, on définit des objectifs pour la famille, avec la famille. Et puis nous, quand on commence l'accompagnement, si on a des difficultés, on peut saisir cette équipe et en leur disant, voilà, moi, j'arrive pas à avancer avec cette famille, comment je peux être réorientée, comment je peux travailler avec elle. Donc on n'est jamais seul. On rentre aussi dans l'intimité, parce que nous, on peut se déplacer à domicile. Et souvent, au fur et à mesure, la famille est à l'aise et du coup, il y a des confidences, même très, très personnelles, voilà, qui se révèlent. Et c'est vrai que c'est compliqué parfois de se dire, voilà, je laisse ce problème, j'ai entendu et j'en fais quoi? Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette équipe, cette EPS, où on peut aussi voilà, décharger, et même au niveau de ses émotions. Des fois, voilà, on est face à l'humain. On a ces parents qui n'auraient jamais franchi la porte, qui la franchissent avec vous. Ouais. Ces enfants qui ne seraient jamais venus et qui finalement s'habituent au lieu, s'habituent à nous aussi en tant que professionnels et finalement se détachent de vous en tant que référent. Nous, en PMI, on propose en fait de les accompagner sur la première visite au LAEP. Alors après, comme c'est un lieu d'écoute anonyme, en fait, nous, on reste que les quelques premières minutes pour les présenter aux professionnels. Parce qu'effectivement, le rôle de l'accueillant, c'est pas de proposer, effectivement, c'est pas la même casquette que quand on est en structure. En structure, on est là pour répondre à leurs besoins, répondre à leurs questions, etc. Alors que quand on est accueillant, en fait, on écoute simplement, on accueille. Le fait de leur offrir un lieu où justement ils rencontrent d'autres parents, et se rendre compte effectivement qu'ils ne sont pas les seuls à avoir des difficultés. Ça désacralise justement ce truc où il n'y a que moi comme parent qui galère, quoi. Des espaces où on va aborder des problématiques de la petite enfance avec d'autres parents. Des espaces comme ça, il n'y en a pas beaucoup en fait finalement. Et le lieu d'accueil enfants-parents, il est vraiment là pour ça, puisque c'est vraiment cet espace-là qui va permettre aux parents d'aborder des situations propres à son enfant, qui va être présent finalement sur le lieu, mais aussi d'échanger avec d'autres parents, de poser la problématique et d'avoir les avis de chacun. Et en fait, c'est dans ces avis-là que nous, nos expériences, elles sont utiles, et c'est non pas nos casquettes de professionnels, puisque moi, je suis bibliothécaire, je ne suis pas professionnelle de la petite enfance, et ma seule, finalement, compétence en termes de petite enfance, c'est ma compétence de maman. Ce temps-là m'a permis, en l'occurrence, d'apporter à une famille qui ne fréquentait pas du tout la médiathèque, qui ne venait pas, qui pourtant en était à son 4e enfant, l'opportunité de passer la porte, déjà pour une première fois, puisqu'elle est venue me voir, du coup, à la médiathèque, juste pour me faire un coucou. Et finalement, j'ai pu lui présenter l'espace. Et souvent, quand on connaît quelqu'un à l'intérieur, c'est plus facile de passer la porte. Voilà, tout simplement.
Alors le LAEP, mais vraiment c'est vrai que je pense que c'est un endroit qui est sous-coté par les bibliothèques parce que du coup on n'y pense pas. Parce qu'on se dit on n'est pas légitime, mais finalement il y a une formation de la CAF qui est proposée, à laquelle on peut participer. Je ne minimise pas mes paroles, vraiment. J'arrive par an à avoir facilement 5 familles. Si on peut quantifier à avoir 5 familles qui, même après avoir passé l'âge du LAEP, être entrées à l'école et être sur un autre parcours, continuent de venir. Moi, c'est la première fois que ça m'est arrivé sur mon poste de prendre une maman quasiment par la main et de lui faire traverser la rue pour l'accompagner à la caisse des écoles, en fait. Parce qu'il y avait la barrière du langage et qu'on ne se comprenait pas. Donc j'ai dit, allez, je vous accompagne, on y va ensemble. Et du coup, ça a débloqué plein de choses après. Et effectivement, c'est ça aussi qui fait que ça circule bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de barrière entre nous. On sent vraiment cette liberté, en fait, entre nous. Là, on est dans la dentelle. C'est ce qu'on disait, c'est que voilà, on fait des choses, on tisse. Ah oui, parce que la temporalité, on l'a pas là. Et voilà. Mais j'imagine, il y a eu plusieurs rencontres. La confiance, ça se tisse. Oui, il y a bien 2 ans de temporalité. En fait, dans le médico-social, on le sait, ça donne effectivement de l'humain. On travaille avec des humains qui ont des réactions bien humaines de tous les styles, que ça nous plaise ou pas, mais on est confronté à ça. Et puis aussi, il faut donner de sa personne parce qu'on sait que des fois, on va dépasser de notre temps de travail. On est censé travailler 8 heures, mais ça sera peut-être 10 heures ou 12 heures. Des fois, il faut prendre le temps, effectivement, avec certaines personnes parce que ces personnes-là demandent plus de temps qu'une autre famille, par exemple. Il faut se mettre à la place d'eux, remplir des fois des documents alors que ce n'est pas forcément notre rôle. On n'est pas forcément des administratifs. En fait, ça vaut le coup l'investissement parce que quand la confiance est là, vraiment, mais ils donnent mais tellement, quoi. Enfin, moi, à chaque fois, je suis admirative de ça, quoi. Concrètement, la maman, elle arrive, elle a rien. Elle a un sac à dos, ses vêtements sur elle. Elle n'a pas de vêtements de rechange, pas de sous-vêtements, pas de repas, pas de toit. Elle a le bébé dans les bras, pas de couche, rien, quoi. Et en même temps, c'est ce que je disais, c'est un instant très particulier, les mises à l'abri, pour en avoir vécu plusieurs, où en fait le temps, clairement, ça nous mobilise à peu près 2-3 jours à peu près. On a cette impression très ambivalente, et tu m'arrêtes ainsi, mais d'être dans une bulle suspendue dans le temps, où on a l'impression qu'en fait, le temps, il s'arrête pour tout le monde. Et en même temps, le temps file à une vitesse grand V. En fait, tout doit se mettre en place très vite. En fait. Vous aurez aussi du lait pour ce soir et probablement pour les 3 prochains jours. Il n'y aura pas de souci pour ça. Et pour le commissariat, on verra plus tard. De toute façon, vous aurez quelqu'un qui vous accompagnera à ce moment-là. Il n'y a aucun souci. Attends, un petit instant. Oui. Ok. Non, là, je n'ai pas le temps. Il faut que tu annules les 3 rendez-vous. Ok, donc c'est ma collègue qui va vous accompagner et vous serez dirigé là-bas. Vous inquiétez pas, il y aura quelqu'un toujours avec vous. Moi, quand j'ai eu cette maman, c'était plutôt de dire, bon, ok, donc là, je vais être avec vous toute la journée, je serai avec vous aussi demain, je suis là pour vous, vous n'êtes pas seul. Je trouve que ça illustre vraiment toutes les situations en fait, compliquées auxquelles on est confronté et face auxquelles on se trouve vraiment démunis, impuissants en fait. Et ça nous montre effectivement nos limites. On essaye d'encaisser, de soutenir. Après, on a aussi des moments où on lâche. Heureusement, du coup, qu'on est à 2 et que des fois, on soutient. Après, on a aussi, on se dit que nous, on ne peut pas tout faire. Donc, nous, on essaye d'orienter. Heureusement qu'on a des partenaires. Moi, je persiste et signe de dire qu'en PMI, sans équipe, on n'est rien. Et à la limite, on se met en danger et on met en danger les gens qu'on accompagne, quoi. Moi, en l'occurrence, sur ma situation, le fait qu'on soit une équipe, qu'on soit soudés, ça nous permet d'avoir ce lien de confiance pour aller voir le collègue et lui dire là, voilà, t'as un peu mal réagi. Voilà, moi, je pense que tu devrais prendre plus de distance ou de dire attention, là, tu t'impliques un peu trop. C'est pas ton enfant, ça t'appartient pas. La maman doit aussi comprendre par elle-même. Et finalement, le regard de l'équipe, il permet vraiment ça, de ne pas travailler seul. Ça nous permet d'être quand même dans l'action, mais tout en étant sous surveillance. De se dire qu'effectivement, on tâtonne. C'est ça le travail, en fait, avec l'humain. C'est tâtonner, c'est de chercher ensemble, chercher en équipe, chercher avec le parent, chercher avec les collègues, etc. Et puis, ces temps de réunion d'équipe, où là, ça peut aussi être un moment où on partage, on débriefe avec l'ensemble de l'équipe, parce que l'ensemble de l'équipe a pu porter quelque chose, ou en tout cas...
ben voilà ce qui s'est passé dans le service ce jour-là. En protection maternelle et infantile, lors des bilans de santé en école maternelle, souvent les parents rapportent que leur enfant ne petit déjeune pas le matin, ce qui leur pose souci. Et les enseignants, effectivement, font le même constat et ajoutent que la capacité d'attention de l'élève est diminuée lorsque l'élève ne déjeune pas le matin avant d'aller à l'école, ce qui impacte en fait les apprentissages. C'est pourquoi on a créé l'action collective petit déjeuner en école maternelle. C'est une démarche qui implique le parent de l'élève du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire dans un premier temps, il est invité à participer, à fournir les denrées alimentaires pour le petit déjeuner. Il est invité à rester pendant le petit déjeuner en présence de son enfant. Et s'ensuit un temps d'échange avec les parents, la puéricultrice et la diététicienne de PMI. Et ce qu'on apprécie vraiment, c'est ce partenariat avec vous, parce que vous apportez cet apport théorique autour du petit déjeuner, de l'importance d'un petit déjeuner équilibré, comment on peut déjeuner, et surtout sans de faire jugement. Et c'est vraiment, on est tous sur un même pied d'égalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui vaut plus qu'une autre, il n'y a pas le bon parent, le mauvais parent, la bonne professionnelle, la mauvaise professionnelle. Mais c'est combien finalement l'éducation de l'enfant, elle est partagée. Et là, c'est vraiment très très lisible. C'est comment mon enfant, le parent intervient, l'école intervient, la PMI intervient, sans jamais discréditer le parent. Voilà, donc on doit sans arrêt dans les bibliothèques, il faut vraiment se poser tout le tour cette question. Comment les faire franchir cette porte ? On est identifié comme un lieu de sécurité pour les enfants. C'est un des rares lieux où on laisse l'enfant y aller seul. Voilà, et ça c'est précieux. On leur demande d'apprendre le français et puis on se dit, nous, il fallait vraiment qu'on sait parler français, on a plein de livres en français. Absolument. Alors on trouvait ça légitime de pouvoir apprendre d'autres langues aussi. Et c'est pour ça qu'on propose finalement ces temps en langue étrangère aux scolaires mais aussi au public, parce qu'on se dit, mais venez, puis nous on valorise vos langues, et puis finalement c'est vous qui allez nous apprendre, c'est pas nous qui allons vous apprendre. Voilà. Et on change de posture finalement face à l'adulte qui se sent étranger, et finalement c'est nous qui devenons étrangers en face. Et il y a un vrai échange à ce moment-là, et on valorise tout le monde. C'est ça. Et ça, c'est formidable, parce que valoriser les gens, quelle meilleure manière pour les accueillir. Les écoles maternelles du réseau d'éducation prioritaire, la PASA, possèdent toute une classe de toute petite section. Et c'est important parce qu'en fait, nous, on peut rencontrer les familles, leur parler, les mettre en confiance, sentir aussi au-delà du besoin de l'enfant, sentir le besoin de la famille, qu'elle a ce besoin de vouloir s'intégrer. Et à ce moment-là, on peut les mettre en lien avec les différents partenaires. On sent une nécessité que l'école soit inscrite dans ce quartier. On a quand même beaucoup de familles qui n'ont pas forcément l'idée d'aller chercher une offre culturelle pour leurs enfants. Et nous, notre rôle à l'école, c'est aussi de petit à petit mettre en contact, de faire découvrir des activités qui ne seraient pas forcément spontanées chez les parents. Et en complémentarité, le fait de nous inviter, nous, à venir souvent dans l'école, ça nous permet d'établir une relation de confiance avec les parents. Et puis, à un moment donné, qu'ils se sentent capable ou l'envie ou le courage des fois de dire allez, ça fait 4 fois que je la vois cette dame, ça a l'air sympa ce qu'elle propose, on va à la maison de quartier ou on va à la ludothèque ou à la médiathèque. Ça permet de travailler en lien avec les partenaires, ça permet de désacraliser ce lieu. Et on a d'autres regards grâce à vous sur nos familles, quoi. Et ça, c'est aussi en ça que c'est une réelle coéducation. Alors ça fait plus de 30 ans quand même que le point rencontre REP existe sur le quartier. Donc c'est quelque chose qui est vraiment institué et c'est peut-être une des seules instances qui n'est pas obligatoire et qu'on fait parce qu'on a besoin de la faire entre partenaires. Donc c'est un moment en fait où tous les acteurs de terrain du quartier se rencontrent et se retrouvent. D'abord, ça permet de se connaître en acteurs de terrain. Ça permet de présenter les nouvelles têtes quand les gens arrivent d'une structure, ils se présentent et en même temps, ils peuvent faire connaissance avec tout le monde très rapidement. Et donc, ils sont très vite intégrés en fait, dans le travail de coéducation du quartier. C'est le seul moment en fait, où on prend le temps de se rencontrer, de s'identifier, de mettre un visage sur chaque structure et de comprendre en fait le maillage du réseau. Et c'est en ça qu'il est essentiel, vraiment. C'est quand même une ambiance de tout ce quartier. On se sent, quand on arrive ici, accueilli. Tout à fait. Et puis en plus, au-delà du temps de parole, c'est qu'à chaque fois, il est dans un point différent. Et il permet aussi de découvrir les structures et où elles se localisent aussi dans le quartier.
La deuxième chose, c'est que ça permet de partager beaucoup d'informations. Ça permet de partager toutes les informations, des fois thématiques, de façon ponctuelle. On peut prendre une thématique particulière parce qu'une structure a eu un grand changement dans son fonctionnement, a besoin de partager une notion, un élément de sa professionnalité, en fait, qu'il voudrait partager et présenter aux autres. Ça nous permet d'établir un vrai lien de confiance entre nous, comme on le disait, de se livrer quelque part sur nos vulnérabilités, nos doutes, nos points de questionnement, et du coup de construire vraiment des projets qui ont du sens à destination des familles et des enfants, et ça, c'est extrêmement précieux. Et puis ensuite, le plus souvent, c'est un tour de parole, en fait, de toutes les structures qui vont donner leurs actualités des moments, de façon à ce que tout le monde puisse être présent ce jour-là, de répandre aussi l'information dans le quartier, auprès des professionnels comme auprès des parents ou auprès des enfants. Et on met en place un système de coopération de ressources. Moi, j'ai une grande salle, toi, tu as un barnum, toi, tu as ci, toi, tu as ça. Toi. Et en fait, ça, c'est extraordinaire. Et c'est notamment grâce à ces points-là qu'on se rend compte des ressources qu'on peut mutualiser. Il y a aussi quand même toute une démarche d'information aussi aux côtés des professionnels et de formation, de se créer des cultures communes. Et ça, c'est très important pour réfléchir ensemble. Et ces temps de travail... même s'ils sont ponctuels toutes les 6 semaines, etc., ils sont précieux parce qu'ils maintiennent cette dynamique. Et oui, c'est finalement ça, en fait, pour moi, le réseau et la capacité à prendre du recul sur ce qu'on fait, c'est l'échange entre professionnels. Et en dernier lieu, je dirais que peut-être un des points les plus importants dans la coéducation, c'est le fait que naissent des actions collectives. Et vraiment, c'est un lieu, en fait, d'imaginaire, un lien d'imagination, de conception d'idées. C'est-à-dire que l'un va dire, nous, on trouve que, par exemple, un directeur d'école qui est là, va dire, moi, je trouve qu'au niveau de l'alimentation ou des écrans, il y a un souci. Je ne sais pas trop comment m'emparer de ça dans l'école. L'infirmière de PMI peut dire, oui, mais nous, on a peut-être des outils qu'on peut apporter. Et chacun va apporter ses propres outils de façon à construire, en fait, une action avec de la cohérence. À l'origine, notre mission, elle est portée plus sur la cohérence des écoles éducatives, mais on s'est très vite aperçu qu'en fait, dans un REP, tu ne peux pas avoir une cohérence éducative dans les écoles seulement. On n'a pas des élèves, on a des enfants et qu'il est impératif en fait que ça se fasse avec tout le quartier. Alors c'est vrai que on dit qu'il faut tout un village en fait pour élever un enfant, mais c'est vraiment le principe de ce quartier en fait, c'est que tout ce partenariat, il sert aussi à faire grandir les enfants. Les acteurs, ce qu'on disait tout à l'heure, par leur porte d'entrée, ont vraiment une connaissance très fine des familles et du besoin des enfants, et puis mesurent au jour le jour les évolutions de la société qu'on vit tous, et du coup arrivent à affiner leurs réponses aussi en fonction de ça. Et cette connaissance fine des besoins, elle est vraiment précieuse pour nous aussi en tant qu'institution CAF. Moi j'ai la chance, et je le dis depuis longtemps, ça fait maintenant quelques années que je suis vice-présidente, mais j'ai la chance de constater mais au quotidien qu'on a des familles qui sont des professionnels qui sont juste incroyables quoi. Elles sont incroyables de propositions, d'investissements, d'engagement. Il y a rien qui est laissé au hasard. Elles se questionnent beaucoup, elles sont surinvesties dans tous les champs, et moi j'entends qu'elles puissent être fatiguées parfois, voire même épuisées. Et moi je pense qu'on leur dit jamais assez merci en fait pour ce qu'elles font. Voilà, donc c'est aussi bien de leur dire merci d'être là. C'est elles qui tiennent tout, c'est elles qui font grandir ces petits, c'est elles qui accompagnent les familles, et après nous derrière, là je vais le dire en tant qu'élu, mais que de mon point de vue d'élu, à nous de faire en sorte en tout cas qu'elles aient les moyens de bien faire tout ce pourquoi elles se donnent tous les jours. Les unités, on sort du matériel de relais, du matériel. Oui, mais après, c'est surtout qu'elles mangent correctement. C'est tout ce qui me préoccupe. Nous avons accueilli une petite fille qui nous semblait avoir un retard de développement. Donc, nous avons décidé de convoquer la maman. Alors, on a essayé d'y aller un peu délicatement en disant que nous, on rencontrait quand même des difficultés au niveau de sa prise en charge. On a décidé, pris le choix de la laisser effectivement digérer déjà la nouvelle, parce que c'est pas évident pour un parent d'entendre ça. Et plus d'un an après, elle s'est ouverte à nous, elle a accepté un rendez-vous avec le médecin de la crèche.
Ensuite, le médecin l'a orienté vers ce qu'on appelle la plateforme de coordination et d'orientation qui lui a permis d'avoir un démarrage d'orthophonie pour la petite en premier lieu et ensuite de la psychomotricité. Et puis par la suite, on a pu effectivement faire un lien avec ce qu'on appelle le centre d'action médico-sociale précoce qui du coup a pris le relais pour la prise en charge. Et là, elle est prise en charge et du coup se profile pour elle une entrée future à l'école. L'intérêt suprême, j'ai envie de dire, du partenariat, c'est de se dire, à un moment, ma limite à moi, elle va être là et c'est pas simple, Et c'est pas simple de se dire, moi, ma limite à moi, elle est là et derrière, c'est quelqu'un d'autre qui va faire. On le voit, ça peut aussi générer des frustrations, des insatisfactions, enfin ils le disent, mais et en même temps c'est à cet endroit-là que c'est intéressant, parce que les relais s'organisent. Pendant cette année où peut-être la maman elle a fait effectivement un peu du déni sur cette situation-là, elle a cheminé au fur et à mesure et que le lien de confiance, parce que c'est surtout ça qu'on travaille quand on reçoit les familles, c'est le lien de confiance, il s'est fait non seulement avec nous, mais pas qu'avec nous aussi, avec toute l'équipe. Et c'est ça, effectivement, le cœur de notre travail ici en crèche. C'est pas seulement, effectivement, de garder des enfants, mais surtout de permettre à des enfants de se développer et de s'épanouir et de devenir des enfants, du coup, demain, qui pourront être autonomes, qui pourront entrer à l'école. Enfin, cette petite, elle en avait réellement besoin. Donc on a fait le choix de l'implantation, pas uniquement d'une crèche sur le quartier de la Monnaie, mais d'un pôle petite enfance. Alors c'est quoi un pôle petite enfance? Ça va regrouper plein de choses. Un pôle petite enfance, donc la crèche bien évidemment, mais aussi le lieu d'accueil enfants-parents. Ça regroupe également les ateliers pour nos assistantes maternelles. Alors, les nôtres, mais aussi les indépendantes qui peuvent se regrouper. Et puis plein d'autres services comme ceux de la PMI, comme de l'ostéo pour les tout-petits. Enfin, en tout cas, ça permet de mettre en place une offre très riche pour les familles et qu'elles soient dans un lieu bien identifié. Elles n'ont pas besoin de courir à droite, à gauche pour trouver des choses. Tout est là et elles peuvent se servir comme elles le souhaitent. L'intérêt de cette structure-là, c'est vraiment de pouvoir, alors évidemment au regard des familles, avoir un lieu unique, mais aussi au regard des partenaires, faire les choses ensemble et travailler ensemble. Ma situation, c'était du coup de travailler sur la dernière réunion avant la tenue de la fête de quartier. Fête de quartier qui a été initiée par l'envie des familles. Et on a autour de la table des représentants du groupe de mamans qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire la déco, la tenue des stands, la mobilisation. Et on a tous les partenaires qui sont là, qui ont répondu présents. Et on est tous là, en fait, pour faire vivre le quartier, pour que les familles et que les enfants ils aient des étoiles dans les yeux ce soir quand ils rentrent chez eux. Et parce qu'on tient à tenir ce quartier vivant et que tout le monde se mobilise pour ça, les familles les premières. Plutôt que de remercier, merci, peut-être d'essayer de tourner un peu des petites phrases pour montrer le lien social, la dynamique de réseau, le machin, parce qu'en fait, finalement, c'est tout ça qu'on remercie, finalement. Il y avait trop de merci, parce qu'en fait, pour nous, ça va de soi. Ouais. Et je pense qu'on le sait toutes, qu'on peut compter les uns sur les autres sans forcément se dire merci à chaque fois, merci, parce qu'en fait, on sait que tu fais une fête de quartier, tu sais qu'on sera là, en fait. Je pense que ce qui est important, vraiment, comme le dit Pauline, c'est vraiment de se rappeler pourquoi on le fait pour les familles. Pourquoi on est là pour les familles. Pourquoi on s'investit pour les familles. Enfin, voilà. Tout le monde, cette année, a vraiment le sourire. On est vraiment ensemble. Les familles sont là, les enfants sont là, les partenaires sont là. Merci encore qu'on puisse compter les uns sur les autres. Ça, c'est vraiment important pour... revaloriser en fait ce qu'on fait ici au quotidien dans le quartier, les liens qui sont présents et en fait cette fête va vraiment nous permettre de juste profiter d'être tous ensemble. Et merci encore aux familles de venir et de soutenir toutes ces propositions et de co-organiser avec nous et qu'on soit ensemble. Merci, belle fête.
Disney.